Moi, je suis M. Manuel Kokolo, chargé de communication à la CONAPAC, aussi membre de la JAC. Je suis vraiment très content d'être parmi les miens. Je crois que tout va bien se passer. Aujourd'hui, en fait, nous inaugurons une nouvelle ère avec notre organisation. On voudrait vraiment que la journée d'aujourd'hui, celle ouvre une ère de collaboration entre la CONAPAC et la JAC, parce que notre souci, c'est de relayer de manière maximale les informations qui concernent la CONAPAC. Et je crois que la JAC, c'est un bel espace qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous félicitons nos amis de la JAC, notamment le président Abdul Soko, notre confrère le Petit Baïndé pour cette mobilisation. Je crois qu'il est utile de trop parler. On voudrait entrer dans le vif du sujet, mais on doit quand même s'accorder sur la façon de travailler. On n'a pas le temps que chacun se présente individuellement, mais lors de questions, lors des échanges, quand vous prenez la parole, vous vous présentez, vous dites votre nom et dans quel organe vous évoluez. Et puis en face de vous, vous avez Madame la Présidente du Conseil d'administration de la CONAPAC. Elle aura la parole et va peut-être parler d'elle aussi de manière assez étendue. Nous avons le chargé de programme, M. Malembe, qui sera le principal animateur de cette journée. M. Malembe est notre chargé de programme, il s'occupe aussi des aspects du plaidoyer. Et à l'extrême droite, nous avons M. Boubacar Traoré, qui est un consultant venu du Canada, un volontaire. Il est venu renforcer la CONAPAC sur les aspects économiques. Et sans plus tarder, je voudrais quand même vous jeter dans la mare, dans ce sens que je voudrais parler de l'actualité. L'actualité agricole en RDC est très abondante actuellement. Et je crois que nous aurons à développer une demi-dizaine de thèmes. Et ces thématiques vont vous aider réellement à faire une immersion vraiment pour capter les vrais problèmes qui se posent actuellement au niveau de notre agriculture. Et quand je disais que cette conférence va ouvrir un nouvel ère. Notre souci est d'organiser un truc pareil mensuellement pour vous permettre de mieux comprendre où va l'agriculture congolaise et quelle est la position des agriculteurs familiaux qu'on appelle généralement le paysan. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Maman Présidente pour un mot d'ouverture. Merci Maman Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Vraiment, personnellement, je suis dans la grande joie de voir nos radios, nos télévisions et avec notre organisation AJAC être devant nous pour parler des paysannats de notre pays. Vraiment, pour moi, la première des choses, je vous souhaite d'abord la bienvenue chez nous à la CONAPAC, au nom de tous les paysans congolais qui nous écoutent maintenant, parce que le paysan congolais, l'information que le paysan attend, ils n'ont pas parfois la vraie information, parce que parfois on n'était pas plus unis comme aujourd'hui. Et nous avons pensé au sein de la CONAPAC que nous puissions vraiment mettre l'accent sur la communication, parce que c'est dans la communication où il y a le pouvoir. Si vous avez la bonne information, il y a la possibilité d'échanger. Si vous n'avez pas la bonne information, il y a la possibilité vraiment de détruire toute une nation comme le nôtre. Et c'est comme ça, je compte beaucoup à vous par rapport à votre métier, qui est un métier énorme pour éveiller et éduquer la communauté, surtout qui n'ont pas le temps de lire ou écrire, mais avec vous, avec la télévision, avec le radio,
il y a la possibilité d'écouter et il y a la possibilité d'éveiller la communauté paysanne que nous sommes. En dehors de ça, je peux dire, comme j'ai déjà dit, que soyez la bienvenue, je peux dire que aussi la période est très cruciale pour nous parce que c'est la période aussi qu'on prépare les élections pour notre pays. Et on va aussi parler de la place des paysans par rapport à ces élections dans notre pays et comment les gouvernants et les gens qui veulent être élus pensent à nous les paysans. Quels sont les messages à donner? Nous allons aussi en parler, mais je pense, pour ne pas monopoliser d'abord la parole, c'est juste vous souhaiter d'abord le mot de bienvenue et qu'on va développer les thèmes, tous les thèmes que nous avons pour que, et vous, et nos gouvernants, et nous-mêmes paysans, que nous puissions nous mettre vraiment à l'écoute pour le développement de notre pays. Merci beaucoup et bienvenue à la CONAPAC. Merci beaucoup. Chers amis, bonjour. Je suis honoré par la présence de toutes ces compétences de la CONAPAC qui est avec nous sur cette table aujourd'hui, mais aussi par la présence aussi importante de tous les journalistes de notre partenaire, la JAC. Il a déjà dit le mot de bienvenue. Mais ce que je vais faire pour l'instant, je vais décrire comment les travaux vont se dérouler aujourd'hui pour que nous puissions gagner en temps et en efficacité. Après cette phase ici de présentation que vient d'introduire notre ami chargé de communication, je vais faire le contexte général, je vais présenter le contexte général de notre rencontre ici, compte tenu des enjeux et des préoccupations de la CONAPAC qui font qu'aujourd'hui nous avons décidé de tenir cette conférence de presse. Viendra un deuxième moment où nos amis, les différentes interventions, les jeux de questions-réponses et les panels qui est ici devant va devoir répondre à vos différentes questions que vous allez nous poser par rapport au petit contexte que j'aurai décrit ici. Peut-être qu'à la fin, il y aura 2 ou 3 amis de radio des émissions. Ils pourront consacrer quelques minutes plus tard pour enregistrer parce que nous voulons faire d'une pierre plusieurs coups que de vouloir rentrer et dire que nous allons repartir chez vous. Nous allons consacrer carrément ces moments-là à l'enregistrement d'un certain nombre d'émissions avec des amis qui se connaissent ou que AJAC doit avoir déjà identifié. Voilà comment nous avons donc exposé jeu de questions et puis enregistrement des émissions. Nous avons déjà la liste des différents organes que le bureau de AJAC nous a transmis. Nous avons déjà l'habitude de nous voir. J'en ai déjà vu presque tous, en tout cas, chère coordination de AJAC, presque tous sont là. Et donc nous pouvons bien commencer, j'espère. Bien sûr. Est-ce que chacun de nous a eu ces petits documents? Parce qu'il va nous servir de base. Il y a quelques-uns qui ne l'ont pas? Alors, cette conférence de ce jour, c'est la suite logique des travaux que la CONAPAC a réalisé depuis bientôt 6 mois dans les provinces du Haut-Katanga, dans la province de Lualaba et ce que nous appelons généralement l'espace Kasaï. C'était déjà au mois de décembre que la CONAPAC est allée sur place, mais bien avant cela, il y a 2 ans que la CONAPAC
à travers ces fédérations, réalise un programme qu'on appelle d'intensification et de la production du maïs dans l'espace Katanga. Quand je dis espace Katanga, c'est-à-dire c'est les grands Katanga, les Tanganyika, le Lualaba, le Haut-Katanga et le Haut-Olomami. Il y a les grands Kasaï, mais là nous ne sommes pas dans tous les grands Kasaï, nous sommes dans 3 des provinces du Kasaï. Et donc nous avons déjà depuis longtemps la CONAPAC réfléchi sur comment, de manière particulière sur ces 2 espaces-là, contribuer à l'augmentation de la production du maïs dans ces espaces-là, étant donné que le maïs constitue quand même un problème régulier, récurrent dans ces espaces-là. C'est comme ça qu'avec le FIDA et l'EAFF, qui est la Confédération des confédérations des pays de l'Afrique de l'Est, nous avons mis en place un projet d'intensification agricole qui met en lien tout ce que nous appelons les différents partenaires, les différents intervenants de la chaîne, c'est-à-dire les producteurs, les fournisseurs d'intrants, ceux qui transforment, ceux qui commercialisent, tous sont engagés dans ce programme-là. Un deuxième programme qui est dans cet espace, ce même espace, nous le réalisons avec la coupole belge qu'on appelle CNCD 11-11-11. Ce programme-là, il est de manière spécifique intitulé comme suit: la participation citoyenne et le contrôle de la gestion de la chose publique, responsabilité sociale des entreprises minières face au développement du secteur agricole en province du Haut-Katanga et de Lualaba. 3 éléments importants dans ce projet-là. C'est la participation citoyenne et le contrôle de la gestion publique. Deuxième élément, c'est la responsabilité sociale des entreprises minières. Troisième élément, face au développement du secteur agricole. Pour ceux qui connaissent cet espace, vous êtes mieux placés, vous comme homme de la presse. Vous savez que les grands Kasaï et les grands Katanga, ce sont des espaces dits miniers. La grande question que la CONAPAC s'est toujours posée, c'est de se dire comment les mines, les revenus ici des minerais peuvent soutenir le secteur agricole de manière à ce que petit à petit nous puissions nous défaire des revenus du secteur minier. On rappelle toujours que les minerais vont finir et que donc il ne faut pas que les gens pensent que continuellement nous allons vivre rien qu'avec les minerais. Il faut que pendant que nous sommes en train de les extraire, que nous puissions réfléchir comment migrer vers le biosecteur agricole. Et donc, le constat que nous avons fait, c'est que les milliards qui sont dégagés par les sociétés minières ne servent pas pour soutenir le secteur agricole. Et malheureusement, parmi les thématiques que nous allons y revenir, malheureusement, non seulement le secteur minier est en train de détruire l'environnement, les délégués qui viennent de Lubumbashi vont développer cette thématique-là, de Lubumbashi et de Kolwezi, le secteur minier est en train de détruire les écosystèmes de ces 2 provinces-là. Si nous continuons sur cette logique-là, d'ici 30 ans, les provinces du Kasaï, du Grand Kasaï et les provinces du Grand Katanga vont cesser d'exister. Donc nous avons une double interpellation pour dire attention, les minerais vont finir un jour, mais en même temps son exploitation est en train de tuer ces provinces-là. Il faut donc aussi voir comment migrer vers le secteur agricole. Et ce n'est pas encore la grande conscience de nos gouvernements. Et donc les programmes-là que nous avons dans cet espace-là essaient d'interpeller en même temps les communautés locales pour dire cette richesse-là qu'on est en train d'extraire de nos terres, ou comment elle est gérée par ceux qui sont censés les gérer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la redevance minière,
que les sociétés payent souvent. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale qui est retenue là-bas sur les frais de société, mais qui sont gérés par une petite catégorie de gens. Et donc les sociétés civiles doivent s'y mettre pour voir comment c'est géré. Qui a fait les pays de l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud, pour aller commander, j'utilise ça de manière responsable, pour aller commander du maïs. Vous vous rendez compte qu'à vrai dire, on devait nous revirer ce pays et nous garder quelque part parce que nous ne méritons pas ça. Donc cette conjonction d'événements a fait qu'aujourd'hui, au lieu de nous consacrer sur la thématique qui est celle de la participation citoyenne et contrôle de gestion de la chose publique, nous avons voulu élargir, et c'est là le papier que vous avez, nous avons voulu élargir la conversation de ce jour sur 6 thèmes. Et ces thèmes-là, je vais les citer vite parce que vous les avez dans vos papiers. Mais le thème principal, il est celui-là. Mais comme l'occasion et le contexte nous permettent de l'élargir, étant donné l'interconnexion de ces différents thèmes, nous les avons disséqués à 6 parties. Le premier thème, qui est le thème mère, c'est exploitation anarchique des minerais dans les espaces qui sont concernés, c'est le Haut-Katanga et le Lualaba, au détriment du secteur agricole. Ça, je venais de dire. Tout de suite, un deuxième thème qui est la persistance de la carence récurrente de la farine du maïs dans l'espace Katanga et dans l'espace Kasaï. De parole de la Jacques Boukassa. Madame, vous avez vécu une descente au Katanga de l'espace Katanga. Vous avez vu ce que vous vivez et notre curiosité. Quel est le message qu'on a fait par rapport à ce que vous avez vu d'abord et puis on va continuer avec Merci beaucoup pour la question de ce que je viens d'observer. Pendant mon séjour au Katanga, j'ai fait 2 semaines où j'ai sillonné au Katanga et j'ai pris la route pour aller au niveau de Lualaba, Kolosi. Je pense qu'en tant que présidente nationale des producteurs agricoles, j'ai eu des larmes aux yeux. Là, je ne peux pas marcher le mot. D'abord, pendant notre temps, nous avons eu des ateliers avec des paysans et des acteurs comme Caritas, tout ça. Mais après, nous sommes descendus sur le terrain pour voir les paysans au niveau de Katanga, au Katanga, dans le village. Moi, je croyais qu'au Katanga, comme on parle de minerais là-bas, je croyais que les routes sont tellement bien. La première des choses, dans un autre site qu'on devrait aller, où il y avait un bassin de production, on n'a pas pu arriver là-bas. C'était impraticable. Ça, c'était la première observation. Et quand je suis au Congo central et quand j'entends Katanga, vraiment, je ne voyais pas ça comme ce que j'ai vu, hein. Rien que de routes de dessert agricole. Et quand j'ai vu le nombre de véhicules en quittant Katanga pour Lualaba, j'ai vu de gros véhicules, je peux voir aussi le nombre de tracteurs, je peux dire de grands engins. Et je me posais des questions. Et pourquoi les routes de dessert agricole peuvent être impraticables? Parce que pour nous d'abord, j'ai vu que pendant cette période, c'est la période aussi que nos gouvernants sont allés à chercher le maïs au niveau de Tanzanie ou Afrique du Sud. Je les suivais. Mais je vois les efforts que les paysans faisaient dans d'autres bassins. Ils font quand même l'agriculture. J'ai vu le maïs sur terrain. Hein, j'ai vu quand même quelques champs de maïs sur terrain. Mais
pas bien structuré. Et aussi, ils m'ont parlé que maman, nous avons eu des grands terrains là-bas, mais l'insécurité par rapport aux exploitations minières. Là, c'est le problème. Là, ils peuvent travailler. Il y a les gens là qui viennent avec leurs engins, qui ont découvert les minerais. Et du coup, même pour les motiver, pour dire que quitter ici, j'ai posé la question, il y a les gens qui gagnent seulement $100. Il y a dans d'autres endroits, $450. Il y a une 100 maisons, il y a ceci, cela. Il faut les déplacer. J'ai eu larmes aux yeux par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, parce que j'étais avec les paysans. Ça, c'est la vie que j'ai vécue pendant le temps que j'ai vu là-bas. Et en allant vers Kolosi, j'ai vu le déplacement de montagnes. Et moi, quand je disais, mais on peut remplir nos terres quand ils exploitent leurs minerais, et puis ils peuvent nous remplir nos terrains là pour que nous puissions continuer à faire notre agriculture. Mais il n'y a pas une politique. Je ne sais pas où est le service de l'environnement dans ça. Je me posais beaucoup de questions par rapport au nombre de trous que j'ai vus. C'est des lacs, je pense, je peux dire là, ce n'est plus des trous, mais c'est des lacs, parce que vous pouvez voir une construction qui commence ici, où il y avait une grande montagne, mais la montagne a été rasée, et maintenant c'est un trou, et je n'étais pas arrivée dans le trou, mais les gens là qui me disaient que maman, là où vous allez là, vous voyez là, les trous, vous pouvez aller même à 150 mètres de profondeur. D'ailleurs, même si c'est... j'avais du mal à comprendre, et puis j'avais du mal à comprendre l'habitat de ces gens-là qui sont dans des provinces minérées. Et l'agriculture, ils peuvent mourir de faim, et les terres est fertile. Là où nous sommes allés, nous avons trouvé des grosses maïs comme ça, mais le paysanat n'est pas soutenu. Je pense qu'il y a un problème. Ce que j'ai vécu, nous sommes allés au niveau du Parlement par rapport... Là, j'ai aimé quand même, parce qu'il y avait quand même nos amis paysans, le Caritas et le Monseigneur qui est là, qui nous accompagne là-bas par rapport à l'édit sur la sécurisation foncière. Et pendant mon temps, je me suis dit, nous devons les suivre. On devrait rentrer, mais on a repoussé la date. On est resté jusqu'au moment où nous sommes allés nous-mêmes soutenir les députés qui avaient notre édit, qui devaient présenter l'édit au niveau du Parlement. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire au niveau des Katanga, au niveau de notre pays, par rapport à la richesse. J'ai vu rien que les véhicules, l'indicateur simplement des véhicules. J'ai vu l'indicateur des entreprises. Je ne pense pas que notre pays pouvait être avec des femmes pauvres ou des hommes pauvres, même si vous n'êtes pas dans les minéraux. Parce que l'agriculture, je ne sais pas, je me posais la question, mais c'est les gens-là qui sont en train d'exploiter. Mais ils viennent de manger le matin, non? Mais ce qu'ils ont mangé, où est-ce qu'ils trouvent ça? Pourquoi ne pas faire des potagers autour de leurs carrés miniers? Pourquoi acheter seulement les produits au niveau de Tanzanie et en Afrique du Sud? Je pense que nos gouvernements doivent revoir la politique agricole autour de ces carrés miniers. Les paysans doivent produire et nourrir tous ces gens-là qui sont dans ces carrés miniers, parce que la terre de nos ancêtres, c'est d'abord l'agriculture qui devrait primer en dehors de mines. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour votre question qui est très pertinente et très importante. En fait, il faut vous dire que quand nous sommes allés au Katanga, donc à Lubumbashi, et même jusque dans la province du Lualaba, au Kolosi, c'était justement pour travailler sur ces questions-là. Puisqu'on devait voir le droit des paysans, donc les producteurs agricoles, leur droit par rapport à l'exploitation minière. Donc, comme vous l'avez dit, qu'il y a des obligations qui sont faites aux entreprises minières, les redevances qui sont censées payer à l'État, et ces redevances-là, c'est de cette façon-là qu'on est allé voir comment ces redevances sont gérées.
Alors, les obligations qui sont faites par ces organismes-là, par ces organisations internationales d'exploitation minière, tout ça, c'est qu'ils versent cet argent. Mais maintenant, comment cet argent est utilisé? C'est ça les questions que nous sommes allés. Ensemble, nous sommes mis avec les paysans pour voir est-ce qu'ils bénéficient de ces droits-là. Et le constat est malheureux. Le constat est malheureux dans le sens que tout ce qui entre, on ne sait pas. On parle que ça doit appuyer le développement communautaire. Et dans le développement communautaire, il n'y a pas que les écoles, il n'y a pas que la santé, mais la grande majorité, comme on l'a dit, que ceux qui sont dans les milieux ruraux, là où se fait l'exploitation, ce sont les agriculteurs. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y a pas une partie qui est vraiment destinée au développement de l'agriculture. Et c'est la raison même pour laquelle nous sommes allés réfléchir avec le paysan, avec l'appui de notre partenaire CNCD 11-11-11. On a réfléchi ensemble et ensemble avec les producteurs agricoles, on a sorti une déclaration. Et cette déclaration qui devait être lue et déposée au niveau des autorités. Donc nous avons fait la déclaration qui est ici et qui à un certain moment sera lue à l'intention des autorités. Et dans cette déclaration, nous sommes en train de demander que l'État puisse consacrer une partie de cette redevance-là au développement de l'agriculture. Pourquoi? Puisque nous nous sommes dit, si cette agriculture qui est pratiquée par les petits producteurs, si elle est appuyée, on n'aura pas besoin d'aller chercher du maïs en Zambie. On n'a pas besoin d'aller chercher du maïs en Afrique du Sud. Et pendant qu'on était là, il y a cette délégation gouvernementale qui est arrivée à Lubumbashi, qui est allée en Zambie, qui est allée en Afrique du Sud pour chercher du maïs. Mais nous disons au gouvernement que si cette petite agriculture est appuyée, on n'a pas besoin d'aller chercher le maïs en Zambie. Je vais vous dire que là en Zambie, le maïs qui nous parvient ici chez nous, ce n'est pas le maïs qui est produit de façon industrielle. Hein. Ce maïs-là est produit par les petits producteurs, mais c'est l'approche d'accompagnement qui est utilisée par le gouvernement zambien qui fait qu'il encadre, il accompagne les agriculteurs et après il collecte cette production qu'il va mettre à la disposition de sa population et les surplus. Et je veux vous dire aussi que lorsque le gouvernement zambien est en train de planifier sa production, il planifie exactement pour répondre aux besoins de sa population, mais, je vais vous choquer, il planifie aussi pour le Congo. Alors, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas le faire? Et ici, c'est un appel que nous sommes en train de lancer à notre gouvernement, que c'est des choses très simples, il n'y a pas de la magie là. Nous sommes 500 000 paysans rassemblés autour de la CONAPAC. Si nous prenons seulement 500 000 paysans et que le gouvernement dote de moyens ces 500 000 paysans en les accompagnant par exemple sur 1 hectare, c'est-à-dire qu'on les accompagne sur 1 hectare, donc on aura labouré 500 000 hectares. Et 500 000 hectares, si nous utilisons des semences performantes qui vont jusqu'à 7 tonnes à l'hectare, puisque c'est ça le cas en Zambie, ils vont jusqu'à 7 tonnes, même à 10 tonnes à l'hectare. Et si on accompagne sérieusement les 500 000 paysans, nous aurons 500 000 hectares. Et si nous produisons 7 tonnes à l'hectare, multipliez 500 000 par 7 tonnes, vous verrez que nous allons éradiquer ces problèmes de la famine, de la recherche du maïs au niveau du Haut-Katanga et même au Kasaï. Nous allons éradiquer ça très simplement. Et c'est très simple. Et ça, ce n'est que les 500 000 qui constituent la CONAPAC. Mais si on prend tous les paysans sur l'ensemble du pays, quand vous allez au Katanga, on va vous dire que le besoin en maïs, ils sont estimés autour de 600 000 tonnes. Mais la production au niveau du Haut-Katanga est autour de 200 000 tonnes. Donc ça signifie qu'il y a 400 000 tonnes de maïs qu'il faut combler. Mais nous pouvons le combler facilement si nous utilisons des approches, et c'est cela où nous appelons notre gouvernement à pouvoir changer d'approche. Et que appuyer la petite agriculture, appuyer les petits producteurs, les accompagner techniquement et avec des bonnes semences et avec des bons encadreurs qui peuvent vous accompagner, nous allons éradiquer la famine dans notre pays. Ce n'est pas de la magie et c'est là l'appel que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous avons dit dans la déclaration que nous avons faite avec les paysans. Nous demandons à cette redevance
qui est demandé aux miniers et il donne bien ça. Et je vais vous dire qu'une entreprise, par exemple, comme MMG, nous sommes allés là une année, le fonds qui était destiné au développement communautaire était autour de 30 millions de dollars. Ce qui donne 30 millions de dollars. Mais si les 30 millions de dollars là, vous les injectez en accompagnant les petits producteurs, vous allez voir que nous allons produire du maïs et suffisamment pour nourrir la population congolaise et même exporter à l'extérieur, en dehors du pays. Ici en RDC, surtout dans les Katanas des Mambriques, puis dans les Kasaï, est-ce qu'il y a... Que pensez-vous en tant que paysan? Cet argent peut servir à quoi? Les 200 millions de dollars que nous allons envisager d'injecter dans le secteur. Comment est-ce qu'on peut bien capitaliser ces fonds-là? La question, elle s'étend sur deux thématiques à la fois. La problématique de la persistance de cette farine, mais aussi les projets du gouvernement dans le secteur agricole. Et là, je vais demander aux amis qui sont à mes côtés de me compléter. Nous avons très peur. Il faut vous imaginer que vu l'importance de la délégation, de la composition de la délégation ministérielle qui est partie, c'est peut-être la délégation de la dernière chance pour la RDC. Vous savez pourquoi? Parce que les hautes personnalités qui sont parties, ce sont les grandes têtes du gouvernement congolais. Pour qui les connaissent, vous connaissez l'expérience avérée de notre ministre de l'économie, celui qui a présidé, comment on l'appelle, qui a présidé la délégation. Vous connaissez qu'il y a eu un ministre très fort qui est de l'industrie. Je ne vais pas le citer. Vous connaissez qu'il y a eu un ministre du commerce extérieur. Vous connaissez qu'il y a eu un ministre de l'action humanitaire. Et donc, si nous ratons cette chance-là, je ne vois pas quelle autre délégation pourra encore se déplacer pour aller commander le maïs. Et alors, en revenant sur votre question, le risque, c'est quoi? Ces 200 millions-là risquent de tomber encore dans les poches de 2 ou 3 amis. Et ils vont faire croire qu'ils ont mis en place de bons projets et vous risquez de vous retrouver au mois de décembre. Les projets sont toujours dans les poches des gens. Et que donc, nous interpellons, la CONAPAC insiste sur ce volet-là. La délégation doit pouvoir changer de physique de pour la RDC. Ces 200 millions-là, s'ils sont utilisés dans une politique d'appui à l'agriculture familiale, d'appui au secteur des ménages, des producteurs familiaux, nous pouvons faire du travail. Mais vous verrez, ils vont créer Bukangalonzo 1. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ils vont créer Bukangalonzo 2. Ils vont faire des montages institutionnels compliqués qui vont encore nous faire aboutir à une impasse. Pour ceux qui connaissent actuellement, Bukangalonzo, la RDC est dans l'impasse. Parce que lorsque vous dites que c'est elle qui doit être responsable, la justice vous dit non, il n'est pas responsable. Vous allez faire chez l'autre, la justice vous dit non, là non plus il n'est pas responsable. Mais entre-temps, le maïs n'est pas là. Dans le programme qui avait été élaboré, nous avons obtenu 7 projets et programmes. Et dans ces 7 projets, nous avons par exemple le programme de relance agricole. C'est dans la province de l'Équateur, avec Fraté. Le projet de réhabilitation du secteur agricole et de la PESA. Vous avez le projet d'appui au développement des infrastructures de la MADI. Vous avez le programme de parc agro-industriel de Bukandalo par le PRDN. Vous avez le programme de développement agricole et de désenclavement et puis le POAM. Vous avez le PRODADEC. Et le projet de développement des pôles de croissance ouest, PDPC. Et le projet d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa par activité. Voilà. En réalité, ce sont des grands projets programmes dont tout le monde peut se souvenir du nom, mais quand vous êtes sur le terrain, et quand vous regardez tout ce qui a été engagé d'abord comme littérature autour du projet, vous direz finalement qu'on va sortir de la pauvreté. Ou alors les paysans vont tout de suite devenir des grands riches. Mais regardez tout le monde là qui est ici. C'est lamentable. Voilà. Alors,
je pense que vous vous êtes... Merci d'être présent, la presse. Mais en effet, je pense qu'il nous faut tous sortir de la théorie pour aller vers la pratique. Cette plateforme que j'ai eu l'occasion de visiter suscite beaucoup de questionnements. Parmi ces questionnements, jusqu'aujourd'hui, à l'autre bout du monde, il y a beaucoup de personnes, d'organisations qui peinent à comprendre que la plateforme de Lukula n'est pas fonctionnelle. J'ai été, je l'ai vu, elle n'est pas fonctionnelle, mais jusque-là, il y a certaines personnes qui doutent même de mon rapport par rapport à ça, parce qu'on leur fait croire que la plateforme fonctionne dans tout son état. Et c'est malheureux, c'est triste, mais il faut vraiment qu'on arrête les théories pour passer aux pratiques et surtout une bonne organisation. La CONAPAC pourrait jouer sa part. Mais vous, les journalistes ici présents, vous êtes aussi cette courroie de transmission. Vous êtes très écoutés et vous devriez jouer aussi votre part. J'ajouterai, parce que je ne serai pas avec vous jusqu'à la fin, mais je peux me permettre d'ajouter comme ça que le Congo ne devrait pas, en 2023, compter sur aucune puissance, aucun autre pays. D'ailleurs, le monde entier compte sur le Congo, qui pourrait nourrir 2 milliards de personnes avec tout ce que nous avons. Sur 7 milliards, si le Congo seul peut nourrir 2 milliards, qu'est-ce qu'il reste à faire pour le monde? Donc voilà. Et pour renchérir en fait une intervention de mon collègue ici, Malembe, qui disait l'agriculture partout au monde est supportée par 65% des petits producteurs. On n'a pas besoin de produire des centaines de millions. Mais ce que nous minimisons au Congo ici, 65% pourraient déjà jouer une contribution étonnante, raisonnable. Donc c'était ce que je pourrais ajouter. Je suis très content de travailler aux côtés de ces techniciens, mais ce travail seul ne suffit pas, il faut un support du gouvernement dans la transparence. Et je veux compter aussi sur la presse. Merci à vous. Comité des émissions du programme. Ma préoccupation est la suivante, elle s'adresse à la thématique. La thématique de l'insécurité alimentaire constitue une urgence pour l'instant. Et ça constitue aussi un boulot d'étranglement pour le développement socio-économique de notre pays. Et quel est l'apport de la CONAPAC en tant que syndicat des petits producteurs agricoles face au gouvernement congolais en tant que partenaire pour remédier immédiatement à cette situation d'actualité? Merci Baïndé. Je suis le petit Baïndé, journaliste de la presse L'Avenir. J'ai des petites préoccupations. La première, Madame la Présidente, j'adresse vraiment cette question à vous parce que ça m'a choqué quand j'ai entendu parler de PAM, qui est la RDC, la plus grande crise de l'affaire au monde, la RDC. Ça, c'est le dernier rapport du PAM. Et comment la CONAPAC, qui est une plateforme des organisations paysannes de la RDC, peut-elle expliquer cette situation? Nous avons beaucoup de ressources, mais c'est la première crise de l'affaire congolaise. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au processus électoral. Quelle est la position des organisations paysannes par rapport au processus électoral en cours en RDC? Et comment est-ce que le producteur agricole s'implique-t-il par rapport à ce processus? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour contribuer à l'instauration de la sécurité? Je risque d'être un peu là pour développer la chose. C'est que, comme je l'ai dit là, les grandes victimes des guerres et de l'insécurité se retrouvent à être parmi les paysannes et les paysans. C'est-à-dire les gouvernements du monde entier, et y compris le gouvernement du Congo, lorsqu'il y a insécurité dans les villes, la question est traitée autrement. Et lorsque l'insécurité est en milieu rural, elle est aussi traitée autrement. Et donc, ce qui fait que l'insécurité en ville est une menace directe de la survie de certains gouvernements.
Par contre, la sécurité en milieu rural, elle ne touche pas directement la survie des gouvernements. Ce qui fait que les sécurités en milieu rural persistent. Et en milieu rural, ce sont nos producteurs agricoles. Ce que CONAPAC fait, c'est ce que nous faisons maintenant, c'est de dire, attention, les gens là qui sont en train de mourir sont aussi des Congolais autant que ceux qui vivent en ville. Et que donc, c'est une question de plaidoyer, de formation et d'éducation de nos communautés à ce qu'elles ne soient pas manipulées. Parce qu'en fait, le cycle de violence est aussi basé sur un certain nombre de paramètres. Nous l'avons déjà analysé au niveau des CONAPAC. Ces paramètres-là sont trois. Le premier paramètre, c'est la production agricole. Dans les zones où persiste l'insécurité, le pic de l'insécurité arrive quand il faut récolter les produits agricoles. Cela veut dire que les belligérants profitent du déplacement des producteurs pour ramasser la récolte des paysans et à faire de la marchandise. Deuxième élément, c'est le cycle électoral. Les paramètres électoraux aussi est une base de sécurité permanente dans nos milieux. Vous verrez, après les élections, il y aura une sorte de sécurité, mais qui va finir et elle viendra encore réapparaître lorsque nous allons aborder la question des élections nouvelles. Troisième élément, c'est la lutte pour les ressources minières. Si vous faites la cartographie, c'est dans les zones minières que s'incrustent les groupes armés. Et donc, sur le volet politique, ce que nous faisons, c'est d'éduquer nos communautés, nos membres pour dire attention, lorsque vous tuez l'enfant du voisin, vous tuez le mari du voisin, vous tuez l'épouse du voisin, vous brûlez sa case, vous brûlez son champ, c'est votre voisin. Mais les politiciens, ils ne restent pas là-bas, parce que demain, ils vont se réinstaller là-bas. Les paysans vont rentrer chez eux, mais ils vont se voir comment. Vous avez tué mon enfant, vous avez tué mon épouse. Et donc, il y a une question d'éducation civique et d'éducation à la citoyenneté. La naissance des organisations paysannes ou des associations dans notre pays est basée autour du programme ou des projets. Et des églises. Auparavant, c'était d'abord les églises, où il y avait des églises caritatives, je pouvais dire. Là, on parlait de dons. Donc, faire une association, c'est attendre le mai pour attendre le financement qui sortira en haut. Ça, c'est déjà un problème dans notre pays, parce qu'une association, normalement, devrait naître autour du problème qu'il vient d'identifier dans les milieux. Malheureusement, moi, je suis promotrice d'une petite association dans mon village à Profel. Quand nous avons commencé autour de nos problèmes. Et nous-mêmes, on cherchait des solutions par rapport aux problèmes que nous avons identifiés pour résoudre nos problèmes. Plusieurs observatoires aussi dans plusieurs secteurs, le secteur environnement, le secteur du droit, il y a des observatoires. Et au niveau de la CONAPAC, nous avons mis en place un observatoire et cet observatoire va nous permettre d'analyser l'impact de tous ces programmes qui sont mis en place par le gouvernement dans le secteur agricole. Non pas pour être comme l'IGF, non pas comme policier, mais juste ensemble que nous puissions réfléchir sur les approches qui sont utilisées et voir est-ce que ces approches qui sont utilisées sont bonnes. Bon, si les approches ne sont pas bonnes, on change, comme on dit, de fusil d'épaule. Il ne faut pas avoir honte lorsqu'une approche ne vous a pas conduit à un résultat. Et donc, c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement à CONAPAC. Nous sommes encore au niveau de cet observatoire. On vous a dit toutes les informations qui sont en train d'être collectées. Et au moment opportun, vous serez toujours inviter la presse pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser notre gouvernement afin que nous puissions voir ensemble des bonnes approches que nous devons utiliser. La production, on doit commencer par rapport à la sécurisation foncière. Par rapport à ce qui est de guerre par-ci, par-là, c'est toujours autour de la terre. Je pense que pour que le Congo puisse être un Congo merveilleux, il faudrait que le gouvernement, avec la loi agricole, la loi sur le foncier et l'urbanisme et l'aménagement du territoire,
il faut que ça soit au centre du développement de notre pays. Et que les gouvernements, ceux qui sont au gouvernement, qu'ils ne se voient pas dans ce poste-là, mais qu'ils se voient comme Congolais, comment sécuriser nos terres de communauté. Mais ce que nous déplorons, parfois quand tu es au pouvoir, et que tu as des concessions par-ci, par-là, tu penses te sécuriser, mais demain tu ne seras plus là. Donc il faut que les amis qui sont dans le gouvernement et comme qui travaillent dans d'autres projets puissent travailler sur la sécurisation de notre terre congolaise. Parce que l'insécurité au niveau de l'Est du pays, c'était la guerre. Et la guerre, la tuerie, mais c'est qui? C'est plus nous les paysans. Mais c'est quoi? Nos terres de nos ancêtres ne sont pas sécurisées. Le gouvernement dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Vous pouvez être dans votre village, la terre de vos ancêtres a été déjà vendue. Il y a quelqu'un qui vient avec un certificat d'enregistrement, que ça devient son terrain. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps chez moi au Congo central, vous avez suivi que même des cimetières, il y avait même des morts d'hommes par rapport à ça. Je pense que la CONAPAC est en train de travailler dans toute l'étendue de la République, là où nous sommes, on est en train de sensibiliser les communautés pour travailler avec le Parlement par rapport aux édits sur la sécurisation foncière. Au niveau des autres provinces, il y a déjà des édits sur la sécurisation des terres, les terres ruraux. Donc, il faudrait qu'on puisse cartographier les terres des communautés et aussi que l'État puisse savoir chaque bassin de production, qu'est-ce qu'on peut produire, qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas, la production de quoi, qu'est-ce qu'on va mettre pour la production minérale. Donc, alors, à ce moment-là, nous pouvons travailler bien et sécuriser la communauté. Mais nous ne sommes pas sécurisés. Nos terres ne sont pas sécurisées. Et les coûts qu'on nous demande, ça nous dépasse. Nous n'avons pas de moyens. Si vous allez au niveau de ces services-là, il n'y a pas de moyens. Et que nous devons avoir notre cadastre agricole. Dans la loi agricole, il y a le cadastre agricole. Il faut les mesures d'application. Dans ces lois-là, il y a par rapport aux semences, il n'y a pas aussi de bonnes semences chez nous. Si vous allez dans les INERA, s'il n'y a pas un projet de partenaire extérieur, l'INERA dorme. Nous, paysans, soyons unis. On a aussi le problème de l'individualisme qui bloque aussi les pays. Il y a le problème de la haine, il y a le problème de la jalousie entre nous. Mais je pense qu'en ce moment de grâce que nous avons, nous allons aux élections, unissons-nous. Faisons des élections libres et transparentes. Et aussi, en dehors de ça, parlons comment nous allons nous développer. Au lieu de dire c'est toi, identifions les talents que nous avons dans nos villages. Soutenons chacun de nous parce que chacun de nous a ses talents. Pourquoi nous devons seulement se dire que c'est moi? Mais ce n'est pas votre talent. Identifions les talents et le gouvernement doit aussi connaître les talents qui se trouvent dans ces pays, dans toutes les provinces. Et là, il va voir. Nous allons élire des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, au lieu d'élire les gens qui vont seulement parce qu'ils nous ont donné des polos, ils nous ont donné à manger parce qu'ils sont venus dans des jeeps, parce que c'est quelqu'un là qui connaît quelque chose, il est à pied, vous ne voulez pas le lire. J'invite tous les Congolais d'ouvrir les yeux et les oreilles et de faire le choix en fonction du besoin que nous avons. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à notre conférence. Vraiment, je salue tous les peuples congolais, je salue les paysans congolais et les paysannes, et pourquoi pas les partenaires techniques et financiers qui nous viennent en aide, parce que sans nos partenaires, je ne pense pas qu'on aura cette occasion de vous voir devant nous. Nous les remercions et nous continuons à leur inviter de venir toujours nous accompagner, mais surtout inviter le gouvernement de faire ce que les partenaires font pour nous, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.